TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Dans l'actualité, ce lundi, il y a d'abord les offices religieux à l'occasion du 18e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Des prières ont été dites pour le repos de l'âme de l'illustre disparu au Palais des Congrès de Kara en présence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Rentrée académique 2022-2023 à l'école normale supérieure ENES à Tapamé. Les étudiants ont repris les cours ce jour. 600 enseignants en devenir appelés à s'investir davantage pour de meilleures performances. Également dans ce journal, l'enquête post-censitaire, l'opération a débuté ce dimanche et c'est parti pour 2 semaines. Nous allons aborder ce sujet dans un instant avec Kwasi Tété, directeur technique de l'enquête post-censitaire. Et puis, les lauréats de la 5e édition de Top Togo Top Impact sont connus, un événement qui promeut l'excellence et récompense les personnalités qui se sont mieux illustrées dans différents domaines. Voilà pour les titres. Bienvenue. Le 18e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema, a été commémoré hier dimanche 5 février. Des offices religieux ont eu lieu à Kara pour la circonstance. Nous vous proposons d'abord l'arrivée du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, au Palais des Congrès de Kara. Les offices religieux ont donc eu lieu en présence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Prière dite au Palais des Congrès de Kara pour le repos de l'âme du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema, décédé il y a 18 ans de cela, le 5 février 2005. Nestor Mouzou. Le peuple togolais honore la mémoire du Père de la Nation, Gnassingbé Eyadema. Le 18e anniversaire de son rappel à Dieu est commémoré en présence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, qui a à ses côtés plusieurs personnalités nationales et étrangères et la grande famille Gnassingbé. Le 5 février 2005 évoque un souvenir douloureux. C'est ce jour-là que l'Éternel a arraché le président Gnassingbé Eyadema à l'affection du peuple togolais. Il y a donc 18 ans que Gnassingbé Eyadema a tiré sa révérence. Moment difficile pour le peuple togolais car il a perdu un de ses valeureux fils, celui qui a façonné le pays. La douleur que cette disparition a causée et le vide créé demeurent. En ce jour anniversaire, les Togolaises et les Togolais et les délégations des pays amis ont voulu confier l'âme du défunt président à Dieu. Les offices religieux ont commencé par une messe catholique de concert avec l'église évangélique presbytérienne. C'est comme si c'était seulement hier qu'il nous a quittés. Tout en continuant à honorer sa mémoire, par nos prières, nous lui souhaitons
un repos éternel. Seigneur, accorde-lui le repos éternel. Qu'il repose en paix. Amen. Que le Dieu d'amour et de miséricorde accueille nos supplications ferventes, qu'il fasse briller sur lui son visage de paix et de lumière, qu'il soit clément envers lui et tous les membres défunts de sa famille, et qu'il accorde à son successeur, Faure Gnassingbé, et à tous les Togolais et Togolaises de continuer son œuvre, afin que règne dans tout le Togo et au-delà la sécurité, la paix, la justice et la fraternité. Le destin a porté le père de la nation à la tête du pays pendant 38 ans. Certes, la perfection n'est pas de ce monde, mais Eyadema a été pour beaucoup un homme de cœur, un homme qui a œuvré pour la paix au Togo et ailleurs. La communauté musulmane aussi salue la mémoire du père de la nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, guidé essentiellement par l'intérêt général et l'amour pour la patrie, l'homme que nous pleurons ce jour a consacré toute sa vie à la consolidation du développement, du bien commun et surtout de la paix et de l'unité nationale. Grand visionnaire, l'action du groupe était sa force. Son sacrifice s'étendait au-delà de son pays. Chers frères et sœurs croyants en Dieu, Papa Eyadema est parti en nous laissant un héritage et une leçon très importante. L'héritage reste incontestablement la paix que nous avons intérêt à sauvegarder. Et la leçon apprise de lui est qu'il faut se battre et ensemble pour le développement de notre pays, quels qu'en soient les fléaux qui s'opposent. C'est pourquoi, en ce moment où nous prions pour le Père de la Nation, nos prières vont vers tous les pays où la paix est menacée. Nos prières vont également à l'endroit des illustres disparus de la grande famille Gnassingbé et de tous les compatriotes qui ont payé de leur vie pour le sacrifice suprême. C'est dans une communion parfaite que l'assistance a imploré la bénédiction divine sur le Togo en ce jour anniversaire du rappel à Dieu du président Gnassingbé Eyadema, qui reste à jamais une référence pour la nation togolaise. L'autre titre de ce journal, la rentrée académique 2022-2023 à l'école normale supérieure Enessa Atapamé. 600 enseignants en devenir ont débuté les cours ce jour. Et c'est parti pour 3 ans de dur labeur dans différentes filières, le français, les mathématiques, entre autres. Sylvain Abdou. Ils sont les nouveaux élèves professeurs et ce sont eux qui entament le nouveau format de formation après la réforme opérée à l'ENES, École normale supérieure d'Atapamé. Environ 600 élèves entament cette formation pour une durée de 3 ans. Anglais, français et histo-géo pour les étudiants des filières lettres et maths, physique et SVT pour les étudiants des filières sciences. Mais après cette formation de 3 ans, ils ne seront plus déployés directement sur le terrain, mais ils passeront un concours avant d'entamer cette carrière enseignante. Aujourd'hui, on change de paradigme à la faveur des réformes opérées par le gouvernement. Désormais, il faudrait qu'on forme pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on forme également pour les pouvoirs publics, c'est-à-dire les structures d'éducation publique, mais aussi pour les structures d'éducation privée, laïque et confessionnelle. En gros, la vision, c'est d'avoir un vivier d'enseignants plus qualifiés pour tout le monde. C'est-à-dire que, et c'est dans ce vivier-là que l'État, à partir d'un concours qu'il organisera, pour puiser dans ce vivier, pour animer le débat dans les collèges, dans les lycées. Et ce changement est imputable à cette vision que le chef de l'État a. La démarche consiste à revoir la politique de l'enseignement visant à permettre au secteur de retrouver sa qualité
pour disposer des ressources humaines capables d'accompagner le développement économique et social. Et selon un constat, le niveau est aujourd'hui faible. Et il faut remonter la pente pour former des enseignants capables d'assurer ce transfert de connaissances aux apprenants. J'aimerais vous dire ce qu'on attend d'un enseignant. Cela répond à des questions. D'abord, qui est qualifié demain pour enseigner et transmettre des connaissances aux élèves? Ça doit être le professionnel qui a appris à transmettre les connaissances. Nous l'avions dit, l'école normale supérieure d'Atakpamé représente pour l'enseignement ce que représente l'école normale d'administration pour l'administration. On n'est pas enseignant parce qu'on est diplômé. On est enseignant parce qu'on a appris à enseigner. On a appris d'abord à affermir ses propres connaissances dans un domaine donné pour apprendre à transmettre aux enfants, aux étudiants et aux élèves. Donc, à l'issue de votre formation, vous serez donc des enseignants dotés des connaissances suffisantes pour apprendre à transmettre aux élèves les connaissances que vous aurez reçues ici. Ces échanges et cette conférence inaugurale marquent donc la rentrée officielle 2022-2023 ici à l'ENES, École normale supérieure d'Atakpamé. Une manière d'entretenir également les élèves professeurs sur les nouvelles conduites et les procédures à suivre pour un bon parcours dans ce temple du savoir. En ce qui concerne les marchés de bétail, eh bien, les acteurs impliqués dans la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel se sont retrouvés ce matin à Lomé pour un partage d'expériences. Ils vont ensemble mettre au point un manuel de bonnes pratiques du projet. Carmen Madiakakbo nous en dit plus. Depuis janvier 2022, le secrétariat du CILS, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, a initié la deuxième phase du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. L'idée est de renforcer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs dans 6 pays du Sahel: Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, à travers la mise en place des marchés à bétail. La mise en exploitation de ces marchés rencontre quelques difficultés dans les pays ciblés. Un manuel de bonnes pratiques a donc été élaboré pour permettre de mieux synthétiser les actions. Les acteurs ici présents vont échanger leurs expériences pour améliorer ce document. Il s'agit de s'inspirer de ce qui a bien fonctionné ou au contraire de corriger ce qui a moins bien fonctionné dans le cadre de la première phase pour créer des marchés à bétail fonctionnels, attractifs aussi. L'attractivité, c'est très important selon nous, puisqu'il ne s'agit pas de créer des infrastructures qui n'attirent pas, mais au contraire, il y a tout un tas de services sur lesquels on doit travailler. Voilà, les gens doivent pouvoir trouver de l'eau pour leur bétail, de l'affouragement, etc., de la sécurité aussi. Donc on est en train de construire une méthodologie pour le PRAPS 2 pour être encore plus efficace. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est à sa deuxième phase. Il va durer 6 ans. À terme, il va permettre de mieux intégrer le pastoralisme dans le processus de développement de la sous-région. Le projet régional d'appui au pastoralisme, en abrégé PRAPS, vise essentiellement donc à renforcer les activités pastorales dans la sous-région, notamment sur toutes les questions en lien avec la santé animale, l'accès aux ressources naturelles, l'amélioration donc des pâturages, mais également faciliter l'accès au marché, renforcer les chaînes de valeur bétail, mais également tous les aspects liés à l'inclusion sociale. La rencontre de Lomé a reçu l'appui de la CEDEAO à travers l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA. Tout autre chose, le 20e anniversaire de la journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines qui est commémoré ce 6 février par le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles en collaboration avec la Ligue togolaise des droits de la femme. Une journée pour attirer une fois encore l'attention sur l'importance de la synergie à créer entre toutes les couches sociales afin d'éradiquer cette pratique avilissante d'ici 2030. Marie-Reine Abeta, reportage présenté par Carmen Madji Akakou. La lutte
contre les mutilations génitales se renforce au jour le jour. Cette année, le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles et la Ligue togolaise des droits de la femme s'impliquent davantage dans la lutte pour ce problème de santé publique. Il faut dire que de 2003 à 2023, les taux de prévalence, aussi bien au Togo que dans les autres pays, a régressé. Même nous dirons régressé sensiblement. Chez nous au Togo ici, dans la région centrale, nous avons encore un taux de prévalence qui avoisine les 9%, voire 11% dans Tchaoudjo et 4% dans la région de la Kara. Nous faisons la sensibilisation porte à porte. Nous faisons également le renforcement de capacité de nos animatrices. Nous avons mis en place des brigades de veille dans les villages frontaliers. Certaines pratiques traditionnelles telles que l'excision portent préjudice à l'ensemble de la société qui doit agir de toute urgence pour y mettre fin. Pour cette 20e édition, l'implication des hommes est vivement souhaitée. Nous avons été suffisamment édifiés sur les différents mécanismes qui sont déployés par les associations, par l'État, pour pouvoir lutter contre ce phénomène avilissant et dégradant. Cette déclaration nous interpelle à nous mettre ardemment dans la lutte contre tout ce que nous sommes en train de voir comme violence basée sur le genre. L'association entend faire des investissements et prendre des mesures de toute urgence pour atteindre la cible du programme de développement durable visant à éliminer les mutilations génitales féminines d'ici à 2030. À noter que l'enquête post-censitaire a débuté ce dimanche 5 février et ce pour 2 semaines. Les responsables locaux sont sensibilisés dans cette optique par l'Institut national de la statistique. C'est pour évaluer la qualité du dernier recensement, calculer le taux de couverture et disposer des résultats définitifs. Sandra Agbotier, Marie-Reine Abeta, commentaire sur Image, Carmen Madje Akapo. L'INSED sollicite l'accompagnement des responsables locaux de la préfecture d'Aguanivé et du Golfe dans l'enquête après l'opération du 5e recensement général de la population et de l'habitat, 5e RGPH. L'enquête devra se dérouler à partir du 5 février pour 2 semaines sur l'ensemble du territoire national. Ici, il est rappelé aux leaders communautaires et religieux leur rôle pour la réussite de l'exercice. Si les populations sont informés d'avance et qui comprennent le bien fondé de l'opération, ça va faciliter beaucoup de choses et qui permettra d'avoir un résultat satisfaisant. Je vais sensibiliser les chefs de ces localités afin que des gongonnages soient faits dans ces localités pour informer les populations. Cette sensibilisation nous a été essentiellement fournie pour pouvoir nous permettre d'accompagner justement nos jeunes qui vont être déployés dans certaines zones de démembrement pour faire cette activité. Cette enquête est menée un peu plus de 2 mois après le recensement général de la population et de l'habitat. Elle devra permettre d'apprécier la qualité des informations collectées sur le terrain. Lorsqu'on se réfère au décret qui institue ce recensement, il est dit qu'après le recensement, il y aura une enquête post-censitaire dont l'objectif est de calculer le taux de couverture du dénombrement. Selon les recommandations, à chaque fois qu'il y a un recensement, il y a une enquête post-censitaire qui est faite pour calculer le taux de couverture. Cette enquête fait partie du recensement. Pour le bon déroulement de cette opération, la population est invitée à collaborer avec les agents de terrain.
Et comme annoncé, nous sommes sur ce plateau avec Kossi Tété, directeur technique de l'enquête post-censitaire, pour en savoir davantage sur cette enquête post-censitaire. Bonsoir, monsieur. Nous venons de suivre justement un sujet sur cette opération qui a débuté hier dimanche. Cependant, certaines zones d'ombre ont besoin de plus d'éclairage pour que toutes les couches sociales soient au même niveau d'information. Alors, qu'entend-on concrètement par une enquête post-censitaire et pourquoi cette enquête? Merci Madame la présentatrice. Je vous remercie pour m'avoir reçu sur votre plateau ce soir. Pour revenir donc à votre question, je dirais que par enquête post-censitaire, il faut y comprendre une enquête indépendante statistique qui est conduite après le dénombrement principal à des fins d'évaluation de la couverture et de la qualité des données. Et quels sont les objectifs de cette enquête? Oui, peut-être avant de revenir aux objectifs de l'enquête. Pourquoi cette enquête d'abord? En fait, c'est la méthode la plus appropriée et qui est fortement conseillée, qui est fortement recommandée pour évaluer donc l'exhaustivité d'un dénombrement qui mobilise tellement de moyens, qui mobilise une masse critique de personnel pour donc s'assurer donc de son exhaustivité. Alors, pour ce qui concerne les objectifs, les objectifs tels que vous le demandez, l'enquête post-censitaire donc vise, comme je le disais tantôt, à s'assurer de l'exhaustivité, donc en calculant les omissions, les taux d'omission et les doubles comptes, avec l'importance de moyens mobilisés donc, et du personnel et la complexité des outils utilisés. Donc, il se fait que certaines personnes sont comptées soit pour dos et certaines personnes soient complètement omises. Donc, l'enquête post-censitaire donc est la phase ultime donc, qui ouvre la voie à la publication des résultats définitifs. Et comment va se dérouler cette opération? Cette opération, son déroulement est presque similaire à ce que nous avons déjà mis en œuvre au moment du déroulement principal, qui consiste donc à recruter le personnel qui va faire le travail de collecte sur le terrain, à les outiller sur ce dont on a besoin qu'ils fassent et à les déployer sur le terrain. Donc, cette phase-là a été déjà réalisée et au jour d'aujourd'hui, le personnel est déjà à pied d'œuvre pour la collecte des données sur le terrain. Et justement, quelle est la méthode de collecte d'informations retenue sur le terrain? La méthode, elle est la même que celle que nous avons utilisée au moment du dénombrement principal, qui est en fait l'interview direct face à face, où l'agent se rend dans les ménages, s'adresse soit au chef de ménage, soit au représentant du chef de ménage, soit à toute autre personne capable de répondre aux informations sur le ménage. Et quelles sont les localités concernées? C'est tout le Togo qui est concerné ou certaines zones sont ciblées pour cette opération? Merci madame pour la question. En fait, comme l'indique son nom, une enquête est donc une opération qui est réalisée sur une partie de la population, contrairement donc au RGPH qui concerne donc toute la population. Donc cette enquête va se réaliser dans ce que nous appelons dans notre jargon 160 ZD, qui sont néanmoins répartis sur tout l'ensemble du territoire national, dans toutes les régions, les 5 régions, en plus de, y compris Lomé, le Grand Lomé. Et quel est le message essentiel pour accompagner la sensibilisation auprès des populations? Oui, l'INSED voudrait réitérer ses vifs remerciements à l'ensemble de la population pour sa contribution à la réussite du dénombrement principal et donc voudrait inviter les populations des localités concernées à
à se mobiliser et à coopérer avec les agents de collecte des données pour la réussite de cette importante opération. Merci, M. Kossi Tété, d'être passé sur ce plateau. Merci pour cet éclairage. C'est plutôt moi qui vous remercie. Bonne soirée, madame. Merci. Passons tout de suite à l'actualité internationale. Au Cameroun, des arrestations ont eu lieu ce lundi dans le contexte de l'enquête sur la mort, il y a 2 semaines, du journaliste Martinez Zogo. En premier lieu, l'influent homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. 2 semaines après la mort du journaliste camerounais Martinez Zogo, la gendarmerie a procédé ce lundi matin à l'interpellation de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga, réputé proche de plusieurs ministres et hauts responsables de l'exécutif camerounais. Il est détenu dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense. Son arrestation a été confirmée par le groupe Anecdote, dont il est le patron. L'ex-commandant de la garde présidentielle, le colonel à la retraite, Omba Bomba, serait aussi tombé dans les mailles du filet des enquêteurs, de même que Bruno Bidjang, journaliste de la chaîne de télévision Vision 4, appartenant à l'homme d'affaires. Enlevé le 17 janvier par des inconnus dans la banlieue de la capitale camerounaise Yaoundé devant un poste de gendarmerie, Arsène Salomon Bani Zogo, dit Martinez, 50 ans, avait été retrouvé mort 5 jours plus tard. Son corps a manifestement subi d'importants sévices. Vendredi, Reporters sans frontières avait dénoncé un crime d'État dans une ambiance de guerre de succession, voire de déstabilisation majeure du régime du président Paul Biya. C'est la désolation en Turquie et en Syrie. Plus de 2300 morts après 2 puissants séismes qui ont balayé les 2 pays. La Turquie est en état d'urgence. L'Union européenne envoie des secours. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Dans la ville turque de Diyarbakir, les équipes de secours s'activent. Inquiets, les proches des résidents de ces bâtiments anéantis ne s'éloignent pas. Dayımın oğlu orada. Yani şu an can çekişiyor yani toprağın altında. Şu anki sistemden dolayı yani yetişemiyoruz. Le travail des secouristes est ardu. À bout de bras et à l'aide de pelleteuses, ils doivent déplacer les énormes plaques de béton et les feuilles de tôle ondulées tombées. La même angoisse se lit sur tous les visages des personnes sur place. Yeğenim burada oturuyor. Onların binasının yıkıldığını öğrenince buraya geldik. 5'ten beri buradayız. Onlar enkaz altındalar. Umutla bekliyoruz çıkarılmalarını. Şu anda çalışma durdu. Yeni bir deprem bekleniyormuş herhalde. Plusieurs centaines de pompiers, soldats ou encore policiers sont mobilisés depuis les premières heures de la journée du lundi. Bien que situé à plus de 200 km de l'épicentre du puissant premier tremblement de terre, Diyarbakir a été lourdement touché par les secousses. Les premiers édifices se sont effondrés après le premier séisme vers 4 h du matin heure locale. Les autres ont suivi après un deuxième survenu vers 13 h. Plus d'1,2 million de personnes vivent dans la ville du sud-est de la Turquie. Un peu plus léger au Togo, les lauréats de Togo Top Impact sont dévoilés. Des récompenses leur ont été distribuées pour s'être très bien illustrés dans leurs différents domaines d'activité pour le compte de l'année 2022. L'événement qui promeut l'excellence est à sa 5e édition. Norbert Agbedanou, reportage présenté par Gisèle Kozona. Ils sont 11 lauréats à être primés dans différentes catégories. Une soirée récompense pour encourager l'excellence et la participation de ces acteurs dans le développement du Togo. Parmi les lauréats, le chef de l'État, Faure Zimna Gnassingbé, personnalité africaine de l'année 2022. Il est représenté par René Kapou, conseiller à la présidence. Certains lauréats expriment leur satisfaction. C'est une fierté d'être nominé meilleur journaliste de l'année 2022 au Togo, mais c'est aussi un sentiment de tristesse qui m'envahit. À la fois mon sentiment pour ce prix est mitigé. Pourquoi? Parce que le journalisme actuellement fait face à de nombreux défis. C'est un prix que je dédie aux journalistes qui travaillent dans des conditions précaires et difficiles. Ce prix vient couronner un long cheminement pour le cinéma togolais en général. Faire du cinéma, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est ensemble qu'on arrive à faire des choses. Et je pense que l'année 2022 a quand même connu une certaine révolution
dans le domaine du cinéma togolais. Une sélection sur des critères bien définis, le vote du public et la sentence du jury. Quand tu vois le background, tu te dis que chacun mérite parmi eux. Mais le comité d'organisation a un critère. Le jury ne délibère qu'à 40%. Et le public, qui vote aussi en ligne et par SMS, a un poids de 60%. Alors vous voyez, dans ce cas, ce n'est jamais aisé. Alors le jury a été assez rigoureux pour faire des propositions et le vote du public est venu compléter. Placé sous le terme la transformation numérique, une opportunité pour l'inclusion financière et l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, l'édition 2022 célèbre aussi l'émergence des femmes dans les domaines technologiques. Une manière de les motiver à plus de détermination, mais aussi inviter la population à leur emboîter le pas. Pour chaque année, Togo Top Impact met sous lumière ces filles et fils de la patrie, notre Togo, qui de diverses manières essaie de montrer la voie. Nous avons assez de modèles, nous avons assez de guides, mais nous croyons les avoir à l'extérieur. Donc Togo Top Impact est là pour montrer aux Togolais leurs frères et sœurs qui sont des success stories, qui peuvent être leurs modèles, qui peuvent être leurs guides. Cette initiative de l'Organisation nationale pour l'excellence et le développement intégral du Togo est couplée d'un dîner de gala en présence des partenaires techniques et financiers. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez toujours avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports avec Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30. Très belle soirée à vous.